Jean-Christophe Buisson, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine et vous publiez chez Perrin Le Noir et le Brun. C'est une histoire illustrée du fascisme et du nazisme qui court de 1919 à 1946, qui court surtout sur tous les continents, c'est pas seulement l'Italie et l'Allemagne, et qui embrasse toute une série de phénomènes culturels, esthétiques, politiques, sociaux, etc. C'est une suite de dates, mais c'est aussi un prodigieux voyage avec en plus une iconographie impressionnante, terrifiante et extrêmement variée. Il y a 100 ans, c'était la marche sur Rome. La marche sur Rome, c'est un coup d'État magistral ou c'est une improvisation chaotique ? C'est une improvisation chaotique qui finit en coup d'état magistral, si je puis dire. C'est effectivement une marche. Alors on a eu l'impression que c'était un coup d'état organisé, alors que pas du tout, puisque Mussolini lui-même s'était un petit peu planqué à quelques centaines de kilomètres de Rome, au cas où les 4 colonnes qui devaient marcher sur Rome pour imposer au roi de le nommer comme Premier ministre seraient contrées par l'armée, qui avait tout à fait la possibilité de dire stop à ces colonnes. Supériorité numérique et en armement. Donc c'est vraiment le ministre de la Défense qui a dit non, il faut pas tirer sur ces fascistes. Donc il y a une responsabilité du pouvoir libéral en place de dire on va pas faire un bain de sang, alors que c'était très facile de contrer ce coup d'État. Ce coup d'État, cette marche sur Rome qui ressemblait à la marche sur Fiume et de Gabriele D'Annunzio quelques années auparavant, que Mussolini avait suivi de près. Et lui a voulu forcer le destin. Il avait des élections, il y avait des élus fascistes en Italie, mais les élections étaient insuffisantes pour lui. Et il a tenté ce coup d'État sans être vraiment sûr du résultat. Et qui a été positif pour lui, puisque le roi l'a nommé 2 jours après Premier ministre. Il est entré dans le gouvernement avec 1 ou 2 ministres seulement, très prudemment. Et puis après, il a fait évoluer le régime jusqu'aux grandes lois fascistes de 1926. Et là, c'était terminé, c'était vraiment le régime totalitaire en place. Alors des marches sur des capitales, des tentatives de coup d'État, il y en a eu beaucoup d'autres en Europe, et pas seulement en Europe, on l'apprend en lisant votre livre. Pourquoi ça n'a pas marché dans la plupart de ces pays ? Je crois que ça ne pouvait marcher qu'en Italie à ce moment-là. L'Italie sortait de la guerre dans le camp des vainqueurs, mais des semi-vainqueurs, puisqu'il y avait des promesses qui étaient faites par les Alliés pour que l'Italie, qui était neutre au début de la guerre, s'engage auprès des Alliés et non pas auprès des Allemands et des Autrichiens et des Turcs. Et en échange, on leur a promis notamment des territoires. Et puis ces territoires, ils ne les ont pas eu, notamment des territoires qui étaient à la frontière avec ce qui allait devenir le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, notamment cette ville de Fiume. Donc l'Italie était un peu frustrée. L'Italie est un pays frustré par les traités de paix, donc qui est un petit peu dans le camp des revanchards, et en même temps qui est imprégné de cette violence qui est effroyable, la violence de la Première Guerre mondiale. Donc une société qui est encore dans cette forme de violence. Il y a les communistes, enfin les socialistes qui sont en train de devenir le Parti communiste italien, qui organisent des grèves insurrectionnelles très violentes. Donc on est dans une société comme ça qui est sur un point de bascule, et l'État, le gouvernement libéral qui est un peu contesté, qui n'est pas très apprécié. Il y a une crise morale importante dans toute l'Europe de cette après-guerre. On sort de ce chaos, on se demande comment on va se reconstruire. Et donc ce mouvement ne réussit que parce qu'on est dans ce contexte-là. Et puis la personnalité de Mussolini, évidemment, qui vient du socialisme révolutionnaire, qui a enrobé son discours socialiste révolutionnaire, qu'il a gardé de nationalisme, voire de nationalisme impérialiste, et qui réussit ce coup d'État, mais qu'il a du mal à exporter, parce que, évidemment, par définition, les autres pays ne sont pas dans ces conditions-là, que ce soit le Brésil, la Pologne ou l'Estonie qui vont avoir ce type de mouvement. Il n'y a pas le terreau. Et puis, il y a un contre-modèle ou un post-modèle qui s'est créé entre-temps, qui est l'Allemagne nazie, qui n'est pas tout à fait sur les mêmes ressorts que Mussolini, même si Hitler admire Mussolini, mais il y rajoute notamment cet antisémitisme racial qui n'existe pas dans le fascisme originel, et qui là séduit d'autres types de mouvements et de peuples dans le reste du monde. Et dans ce mélange idéologique-là, est-ce que le pétainisme, est-ce que la Révolution nationale, c'est du fascisme ? Non, je ne crois pas que ce soit du fascisme. Moi, je qualifierais ça d'un État national conservateur, qui est un petit peu sur le modèle de l'Autriche des années 30, du chancelier Dollfuss ou de Salazar. C'est ce que j'ai voulu montrer dans les livres aussi, c'est que tous les fascismes, il y a eu une multiplicité de fascistes qui ne se ressemblent pas tous, qui ont des nuances, qui parfois s'entredéchiraient, voire se luttaient les uns contre les autres dans certains pays, notamment des pays de l'Est. Et le régime de Pétain est plutôt inspiré par une espèce de mélange de maurassisme, de catholicisme social, mais il y a un côté réactionnaire ou conservateur, alors que le fascisme est vraiment un mouvement révolutionnaire. Il y a aussi l'idée qu'on fait un parti unique. Et Pétain a toujours refusé qu'il y ait un parti unique, ce que voulaient Jacques Doriot ou Marcel Déat. Il s'est toujours, et d'ailleurs les mouvements collaborationnistes étaient
était vraiment très, très hostile au maréchal Pétain. Il le prenait pour un vieux schnock, très ancien combattant, 14-18. Il n'était pas assez révolutionnaire. Et c'est vrai que le régime pétiniste, après 42, s'aligne de toute façon sur l'Allemagne nazie. Donc ça n'a plus de sens d'en parler. Mais quand il est autonome, semi-autonome de 40 à 42, la zone libre, dite libre, il ne ressemble pas à un État fasciste, il n'a pas les caractéristiques des États fascistes, des autres États fascistes. Aujourd'hui, dites-vous, à la fin de votre introduction, le fascisme n'existe plus. Certes, il n'y a plus de fascisme, mais est-ce qu'il y a du fascisme, c'est-à-dire des éléments fascisants dans certains populismes? Oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi des fascistes. Il y a des gens qui sont nostalgiques, en tout cas, du fascisme, ou qui rêveraient de recréer des États fascistes. Mais je crois que, d'abord parce qu'il a existé et parce qu'il a été condamné par les procès de Tokyo et de Nuremberg, il ne peut plus exister comme il a existé. Et je crois que même dans les mouvements d'extrême droite, nationalistes, très engagés, y compris ceux qui arrivent au pouvoir, comme en Suède ou en Italie, ne se réclament pas du fascisme tel qu'il était, c'est-à-dire ne veulent pas la fin de la liberté d'expression, un parti unique, une économie totalement dirigiste, reconquérir des territoires sur les voisins. Tous ces éléments-là, qui sont quand même des ingrédients original du fascisme, n'existe pas dans ces mouvements-là. C'est autre chose. Et je crois que c'est une facilité de dire c'est le fascisme qui renaît. C'est pas comme ça, je pense, qu'on arrivera à combattre, si on souhaite les combattre, ces mouvements ou ces... C'est de la diabolisation facile. Oui, exactement. Mais je crois que tout le monde revient de ça et on se rend bien compte que justement, à force de banaliser le terme de fascisme, mais on finit par oublier ce que c'était. Et ce livre essaye de montrer... Il y a un élément, un ingrédient qui est essentiel dans le fascisme, c'est la violence. La violence verbale et physique. Le fascisme est né de la guerre, d'une guerre violente. Il s'est construit par la violence et il est mort dans la violence. Aujourd'hui, c'est plus possible. La violence est décriée par les opinions, elle n'est plus praticable. Mais tous les mouvements d'extrême droite, aujourd'hui, n'appellent pas la violence. Paradoxalement, c'est plutôt les mouvements d'extrême gauche, y compris en France, qui disent il faut qu'on prenne le pouvoir par la rue puisque les urnes ne nous suffisent pas. Mais regardez les mouvements nationalistes en France, ils font pas des grandes manifestations massives par la rue. Ils veulent gagner par les urnes. Exactement. Alors vous allez me dire, oui, mais Hitler est arrivé par les urnes. Mais il est arrivé par les urnes après 10 ans de campagne d'une violence insensée. Donc c'est pas exactement le même phénomène. Alors l'autre force qui a aidé les fascistes et les nazis à prendre le pouvoir, c'est le soutien à l'époque des forces économiques. Oui. Aujourd'hui, les milieux économiques, ils sont du côté du camp libéral et mondialiste. Ça aussi, c'est une grande différence. Bien sûr. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que, encore une fois, les années 20, on a peur des rouges. Et que ces mouvements révolutionnaires, et qui ont une facette sociale très avancée, voire socialisante, à un moment donné, se prônent l'ordre contre les rouges, et que les mouvements économiques, les milieux économiques se disent bon bah au moins ils vont rétablir l'ordre. Et c'est d'ailleurs ce qui va peut-être pas tuer, mais édulcorer le fascisme, c'est que une fois que les milieux économiques se sont ralliés au fascisme, ils arrivent à le convaincre. Il convainc Mussolini d'être un peu plus modéré et de devenir moins socialiste et beaucoup plus libéral dans ses structures. C'est une économie dirigiste, mais assouplie. De la même façon, Hitler, il s'est d'abord associé avec des milieux économiques pour être sûr de réussir à prendre le pouvoir et de les avoir à sa botte, notamment les milieux industriels pour préparer le réarmement de l'Allemagne. Mais tout cela participeront de cette manière à ces pouvoirs-là. Aujourd'hui, effectivement, on n'est plus du tout dans la même logique. On est une logique tellement mondialisée et encore une fois, regardez le discours de Giorgia Meloni. Alors, elle est atlantiste, elle est européiste, elle veut absolument pas sortir. Elle a mis beaucoup d'eau dans son vin souverainiste récemment. Bien sûr. La dernière image de votre livre, c'est l'affiche de création du mouvement social italien, le MSI, 26 décembre 46. C'est vraiment la fin de votre chronologie. Aujourd'hui, Giorgia Meloni, qui a commencé au MSI, nous dit non, j'abjure le fascisme, il n'y a plus rien de fascisme en moi. Est-ce que c'est une ruse? Est-ce que c'est sincère? Pourquoi est-elle arrivée au pouvoir en ayant cette origine-là? Alors c'était l'Alliance nationale, mais qui était le successeur du MSI. D'abord, ce n'est pas une excuse, mais elle avait 20 ans, comme beaucoup de dirigeants politiques français étaient maoïstes ou trotskistes ou communistes ou staliniens, ce qu'on veut, à 20 ans, ou d'extrême droite d'ailleurs, et ils sont arrivés au pouvoir et je pense qu'ils ont édulcoré, et je pense qu'elle est un peu dans cette famille-là. Il ne faut pas oublier que le fascisme, c'était 20 ans de l'histoire d'Italie, que ça n'était pas été qu'un régime qui a massacré des gens, qui a mis tout le monde en prison. Il y a eu un renouveau économique et l'Italie a cet héritage quand même qu'elle ne peut pas renier parce que factuellement il y a eu une Italie fasciste pendant 20 ans. On trouve beaucoup de reliques là-bas, des cartes postales, des reliques, et puis il y a une série d'ailleurs dans le Monde qui explique très bien ça, comment les Italiens n'ont pas totalement renié le fascisme parce que ça fait partie de leur histoire mais comme nous pendant les 4 ans du régime de Vichy, il y a des choses qui ont été faites qu'on n'a pas forcément détruite totalement, on n'a pas fait une croix définitive parce que ça fait partie de notre histoire. Donc
qu'elle est l'héritière de tout ça, mais je pense que sur cette idée que tout n'était pas noir dans le fascisme, elle le pense, ça j'en suis sûr, mais je ne pense pas que ça fasse d'elle une néo-post-fasciste comme certains le prétendent. Et encore une fois, moi je regarde son programme. Le programme des fascistes ou des nazis, il est très clair avant même qu'ils arrivent au pouvoir. C'était la violence, c'est Mussolini qui revendique le nom de totalitaire. Tout pour le parti, tout pour l'État. Giorgia Meloni, elle est libérale, encore une fois, elle ne veut pas sortir de l'Europe, elle est moins souverainiste que des mouvements français. Alors justement, aujourd'hui, il y a des partis très souverainistes qui additionnent à leur souverainisme une ambition sociale, voire une surenchère sociale. On le trouve à la France Insoumise comme au Rassemblement National, ce mélange. Est-ce que ce n'est pas cela le nouveau cocktail inquiétant ? Ah bah peut-être. En tout cas, moi je j'arrive pas à croire qu'il peut y avoir une convergence de l'extrême droite et l'extrême gauche en France. Il y a quand même beaucoup plus de choses qui les éloignent que de choses qui les rapprochent. Et effectivement, de manière circonstancée, comme on l'a vu, censure, début de semaine. Mais le rouge-brun ne fait pas peur. C'est pas la suite du noir-brun. Non, je crois pas. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle de personnalités comme Jacques Doriot, qui est passé du Parti communiste, qui est devenu le pire des collabos, qui lui a vraiment eu un parti fasciste en France, qui s'appelait Parti populaire français, le PPF, ou Marcel Déat, qui venait du socialisme et qui a rejoint la collaboration. Mais je crois que c'est deux moments différents. Et en même temps, il n'est jamais arrivé dans l'histoire que l'extrême droite et l'extrême gauche, sauf encore une fois électoralement, y compris en Allemagne de Weimar, il y a une alliance objective réelle sur les objectifs et sur les opinions. Aujourd'hui, quand Poutine dit qu'il veut libérer l'Ukraine des néo-nazis qui dirigent le pays, mais quand on voit en Ukraine des avenues être baptisées du nom de collabos qui ont massacré des juifs, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une résurgence ? De Bandera, oui, mais c'est Bandera. Pareil, c'est une nostalgie qui existe dans beaucoup de pays, y compris des pays comme la Pologne et l'Ukraine, effectivement, une nostalgie de cette période des années 20, des années 30, mais de là en faire un prétexte pour considérer que le pays entier est nazi et peuplé de nazis, il y a quand même de grandes différences. C'est vrai que la propagande de Poutine s'appuie sur ces éléments-là. Exactement, mais l'Ukraine a prêté le flanc. Mais cela étant, ça n'excuse pas l'Ukraine Bandera, c'est comme Pavelić en Croatie, c'est des personnages qui ont été à la fois des héros du fascisme, voire du nazisme, mais aussi des héros de l'anticommunisme. Et comme ces pays-là sont sortis de 40 ans de totalisme communiste, ils ont cherché dans leur histoire des exemples de modèles anticommunistes, et Bandera en fait partie, et c'est pour ça qu'il est magnifié par certains, pas seulement par nostalgie nazie, mais aussi par anticommunisme. Alors pour finir, il manque une date dans votre chronologie. Si seulement il n'en manquait qu'une. En début juin 1934, la Coupe du Monde de football a lieu en Italie. Elle est gagnée par l'Italie. Mussolini, qui n'aimait pas le foot, il avait voulu le remplacer, c'était trop anglais, par la Volata, comprend que le sport peut porter les valeurs du fascisme. Bien sûr, et d'ailleurs, la plupart des grands stades de foot italiens comme San Siro ou Bologne, etc., ont été construits à cette période, ou le stade olympique de Rome. Et ça fait partie de l'héritage, effectivement, du fascisme visible et assumé de fait, parce que ça fait partie du paysage architectural des grandes villes. Mais effectivement, Mussolini avait compris que le sport pouvait être un vecteur, comme le cinéma, comme la peinture, comme les arts en général. Donc d'une idéologie. Exactement. Le noir et le brun, c'est visuellement impressionnant et puis historiquement passionnant. Jean-Christophe Buisson, c'est chez Perrin. Merci beaucoup. Merci infiniment.